Vous regardez bien Barao Africa sur Vox Africa comme tous les matins. Merci d'être resté en notre compagnie. Il est 6h GMT, c'est l'heure de notre premier rendez-vous de l'info. C'est tout de suite avec Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce jeudi 13 novembre en Angola. Hier, nous sommes le 12 novembre. Hier, le pays fêtait ses 40 ans d'indépendance alors que le pays est pointé du doigt, vous le savez, par les organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International. Le président José Eduardo dos Santos a tenu à célébrer malgré tout l'événement. Alors, comme pour tordre le cou à ses détracteurs, il a promis dans son discours de garantir, je cite, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit de prendre part aux activités politiques et d'associations. De nombreux assassinats, disparitions, arrestations arbitraires ou encore tortures ont été reprochés à son régime. Actuellement, 15 jeunes accusés de rébellion pour avoir manifesté contre le président dos Santos sont toujours en détention, et ce depuis le mois de juin, sans avoir été jugés. Et à l'occasion de la fête nationale, hier, M. dos Santos a été critiqué pour son inauguration d'un nouveau Parlement. Selon l'opposition, ce bâtiment aurait coûté 185 millions de dollars, alors qu'en Angola, plus de la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Dans la Zambie voisine, une mesure de restriction des affaires vient d'être décidée. Cette mesure vise les entrepreneurs étrangers qui travaillent dans le secteur de l'élevage fermier de volailles, la fabrication de briques, l'extraction ou encore les transports de marchandises. Désormais, le gouvernement demande que ces travailleurs étrangers ne fassent leurs affaires qu'avec des entreprises zambiennes. La mesure a pour objectif de juguler la chute record ces derniers temps de la monnaie locale, le kwacha. Et pour le porte-parole du gouvernement zambien, la mesure est tout à fait justifiée. Écoutez-le. Nous ne chassons pas ceux qui sont dans ce secteur. Ce que nous disons, c'est que ces affaires doivent être faites par des propriétaires zambiens, des entreprises influencées et rendorsées par des Zambiens. Donc, pour ceux qui travaillent déjà dans ce secteur, ils doivent nouer des partenariats avec des Zambiens et ces Zambiens doivent posséder plus de 50% de l'actionnariat. La plupart de ces entreprises contribuent aussi à la dévaluation du kwacha. Quand ils vendent du poulet en utilisant des ressources locales, ils externalisent l'argent. Une fois cet argent externalisé, ils doivent aller sur le marché pour acheter des dollars. Donc, au final, cela affecte le taux de change du kwacha et nous voulons que l'argent reste en Zambie. Mais de l'autre côté, cette mesure gouvernementale n'est pas du tout au goût, par exemple, des fermiers chinois qui travaillent depuis longtemps dans le pays. Certains ont investi même des centaines de milliers de dollars dans les installations. Alors parmi eux, William Huang, un éleveur de volailles, s'exprime. Écoutez-le. Nous, les éleveurs de volailles, nous devons continuer à faire tourner nos entreprises. Ce que nous voudrions savoir prochainement, c'est si nos producteurs locaux de poulets pourront répondre à la demande du marché. Et les travailleurs, ceux qui travaillent dans la volaille, où vont-ils les envoyer? Et leurs familles, comment vont-ils pouvoir garder leur famille? Nous, ce que nous disons, c'est que c'est une bonne politique. Mais comment résoudre tous ces problèmes? Nous aimerions dire que si le gouvernement peut aider les fermiers qui travaillent dans ce secteur, le fait que nous les aidons financièrement est une bonne idée. Dans ce cas, nous serons très heureux de travailler en partenariat avec eux. Direction l'Afrique de l'Ouest à présent. Dans la capitale togolaise Lomé s'est tenu hier le 17e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de conseils africains et malgaches pour l'enseignement supérieur ou agrégation CAMES. Au total, 148 candidats issus d'une douzaine de pays se sont inscrits à ce concours. Ils seront évalués par 40 éminents spécialistes, tous issus d'universités des pays membres ainsi que des pays partenaires. Les 6 sections de leur programme qui seront soumises à leurs évaluations seront l'histoire des institutions, le droit privé, le droit public, les sciences politiques, les sciences économiques ainsi que les sciences de la gestion. 2 candidats à ce concours ainsi que le président du jury, le professeur Nao Diouf, ont répondu au micro de notre correspondant au Togo, Noël Tadénion. Pour tout enseignant à l'université qui a son doctorat, on ne s'arrête pas là, on obtient le doctorat pour bien sûr continuer, c'est-à-dire être agrégé, puis ensuite être professeur, voilà. Donc décrocher une thèse, ça n'a jamais été une fin en soi.
on dit à grand pouvoir, grande responsabilité. Si vous êtes professeur agrégé, cela suppose que vous allez non seulement former maintenant des étudiants, mais également contribuer à former des chercheurs pour que d'autres générations d'enseignants puissent sortir de vos universités. Donc c'est à ces deux niveaux que nous pouvons citer les enjeux de ce concours, qui est un concours très compliqué et très difficile, mais qu'il faut quand même affronter avec courage et détermination. Alors, vous savez, dans le système de promotion des enseignants en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion et en sciences de la santé, il y a deux voies qui permettent la promotion. Nous avons ce qu'on appelle communément la voie longue et ce que l'on appelle la voie courte, la voie royale, pour reprendre une expression chère aux juristes. Cette voie royale, qui est le concours d'agrégation, permet d'assurer une promotion rapide des enseignants qui, lorsqu'ils sont déclarés agrégés, prennent le titre de maître de conférence. Donc ils ont le statut d'enseignant de la magistrat, apte à diriger des recherches, apte à assurer des enseignements de la magistrat. À l'international, la capitale haïtienne Port-au-Prince a vu hier défiler plusieurs milliers de manifestants. Pour ses opposants au président Michel Martelly, celui-ci aurait manipulé les résultats préliminaires du premier tour de la présidentielle. Des résultats annoncés le 5 novembre dernier par le Conseil électoral provisoire. Alors pour ces manifestants, c'est un véritable coup d'État électoral contre lequel le peuple haïtien s'érige aujourd'hui. Précisons que parmi les 54 candidats à l'élection, seul Maryse Narcisse, qui est arrivé 4e, ainsi que le candidat arrivé en 42e position, avait contesté légalement ces résultats proclamés par la CEP. La loi électorale avait en effet donné aux candidats 72 heures pour adresser toute contestation. Précisons que depuis la fin de la dictature des Duvalier en 1986, Haïti traverse une crise démographique émaillée de coups d'État, mais aussi d'élections contestées qui fragilisent son développement économique. Haïti encore marqué d'ailleurs aussi par le terrible séisme de janvier 2010 qui avait fait plus de 200 000 morts sur l'île. Nous vous l'annoncions dans notre journal Vox News hier soir, l'île européenne de Malte accueille depuis hier un sommet consacré à la crise des migrants. Le président de la France, François Hollande, a déclaré que l'Europe devait tendre la main à l'Afrique, notamment en plaçant l'aide européenne au développement en Afrique au cœur de cette lutte contre les migrations illégales. Il a par ailleurs appelé les pays africains à intensifier leurs efforts contre les filières et les trafiquants. Je vous propose d'écouter ces déclarations de certains des plus de 50 présidents africains qui étaient présents à La Valette. Ils sont suivis de la chancelière allemande Angela Merkel. Oui, il y a un soutien attendu de l'Europe parce que c'est son rôle et c'est sa responsabilité. Mais nous voulons développer un partenariat, aider les pays africains à davantage donner des moyens pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine. Notre vocation, c'est de développer l'Afrique, ce n'est pas d'envoyer des migrants en Europe. Le déficit de démocratie dans certains pays d'origine, la pauvreté, les inégalités et l'insécurité dans un certain nombre de pays, ce sont ces causes profondes qu'il faut résoudre. C'est à elles qu'il faut s'attaquer. Et c'est pour cela que nous avons un certain nombre de propositions. D'abord, à court terme, il faut prendre des mesures sécuritaires au niveau des pays de transit. Et à long terme, que ce soit dans les pays de transit ou les pays d'origine, il faut mettre en place un véritable programme de développement économique et social de ces pays. À présent, nous sommes à la deuxième étape, construire ce partenariat avec les pays africains et décider quel instrument mettre en place pour gérer cela. Le fonds que nous allons lancer ici en fait partie. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Je veux que l'on soit clair. Il s'agit de construire des opportunités pour les gens, de protéger la vie des gens. Il s'agit ici de mettre en place un plan d'action qui va combattre la migration illégale et faire plus pour donner davantage de possibilités légales de commencer à travailler en Europe. Et voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 12 novembre. Et après ce point sur l'information, direction le ciel. Pour tout savoir sur ce qui nous attend ce jeudi, la météo, c'est Ali Giotto.
Alors, nous avons reçu sur ce plateau pendant la pause météo notre invité du jour. Vous l'avez reconnu, c'est Ali Touré que nous avons déjà reçu ici à Barao Africa. Bonjour, Monsieur Touré. Bonjour, Madame Fanny. Comment ça va? Ça va, tout doucement. Depuis la dernière fois? Oui, ça va, ça va. On sent que ça va, monsieur Ali Touré. Non, mais je suis très matinal. Ouais. C'est bien, on n'a que des gens matinaux et qui ont la pêche ce matin. On a vu tout à l'heure notre coach de fitness arriver en trombe. Ouais. Voilà, ici on voit aussi le sourire, le rayonnement de Monsieur Ali Touré sur notre plateau. Ça nous fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, le plaisir est partagé. Hein. Alors, Monsieur Ali Touré, comment allez-vous depuis la dernière fois que nous avons reçu dans le Salon international Barao Africa? Comment vous portez et vos activités? Comment elles vont? Que tout se passe bien. J'ai un programme assez chargé en termes d'activités professionnelles et d'activités extra-professionnelles. Je pète la pleine forme, ça va. Alors, on vous reçoit maintenant après la longue période des campagnes, puis de l'élection en Côte d'Ivoire. On rappelle à nos téléspectateurs qui peut-être n'avaient pas regardé ce jour-là que vous représentez le collectif Convergence 2020. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler ce que c'est et comment ont évolué les activités de Convergence 2020 depuis les élections, la fin des élections? Merci. Convergence 2020, effectivement, est une plateforme que nous avions mise en place, quelques amis et moi. Et cette plateforme avait pour objectif principal de permettre aux Ivoiriens de se parler. C'est un cadre de discussion. Permettre aux Ivoiriens et à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire de parler de notre pays, de créer les conditions pour que notre pays soit un pays où il fait bon vivre, où on peut développer la fraternité, la convivialité et mettre en application le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Alors, on se rappelle que vous avez fait, dans le cadre des activités de Convergence 2020, vous avez fait le tour du monde, hein, vous êtes allé en Europe, sur le continent, vous êtes allé aussi en Amérique, dans les Amériques, pour expliquer l'idéal de Convergence 2020, qui est de faire la promotion aussi de la réussite des activités du président Alassane Ouattara. Cependant, dans le processus électoral que nous avons connu en Côte d'Ivoire, eh bien, on a constaté, enfin, j'ai constaté personnellement, qu'il y a eu un mutisme total en ce qui concerne Convergence 2020. Pourquoi? Vous faites bien de remarquer ça. Moi, je suis un alassaniste, c'est-à-dire que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Lorsque nous étions en train de tourner avec la Convergence, nous avions indiqué de façon claire que la Convergence n'est ni un mouvement politique, ni un parti politique, ni un mouvement de pression. C'est une plateforme qui permet aux Ivoiriens de se parler, toutes tendances confondues. J'ai fait campagne pour le président Ouattara, mais pas avec la Convergence. Dans Convergence, on a des gens qui peuvent être de bord politique complètement oui, différents. Mais madame, quand la campagne s'est ouverte, j'ai demandé à tous ceux qui sont membres de la Convergence, c'est-à-dire des gens qui ont la même conviction que moi, bien qu'ils n'ont pas la même conviction, à chacun d'aller battre campagne pour le candidat de son choix. C'est ce qui s'est passé. Maintenant que les élections sont finies, nous allons reprendre les activités de la Convergence avec toujours cette même diversité ivoirienne qui, en dehors des convictions que nous pouvons avoir, nous sommes tous d'accord que le bien commun que nous avons, c'est la Côte d'Ivoire et que nous devons tout faire pour que la Côte d'Ivoire se porte mieux et que les Ivoiriens vivent vraiment paisiblement. Alors donc, abordons aussi le processus électoral, donc l'élection présidentielle qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. D'aucuns avaient prédit, par exemple, un cataclysme à l'image de ce que la Côte d'Ivoire a connu en 2010. Ce n'a pas été le cas. On a même constaté que, pour la première fois dans l'histoire politique de ce pays, des candidats qui ont été battus aux élections sont allés féliciter et même participer à l'investiture du président élu. Est-ce que c'est une image de l'Ivoirien nouveau qui est en train d'être projetée, M. Ali Touré? Il faut d'abord féliciter le peuple de Côte d'Ivoire parce que, vous savez, la crise post-électorale de 2010 a laissé beaucoup de séquelles. Et je pense que le peuple de Côte d'Ivoire a grandi en maturité. Donc il faut le féliciter. Ensuite, il faut féliciter le président de la République et le gouvernement qui ont pris toutes les dispositions, parce que le président avait indiqué, si vous vous rappelez, que les élections de 2015 seront transparentes, ouvertes, démocratiques et apaisées.
Donc nous félicitons le président de la République, on félicite le gouvernement, la commission électorale indépendante et surtout le peuple de Côte d'Ivoire. On a montré au monde entier qu'on peut faire des élections sans se battre. J'espère que ça va continuer. Ça a vraiment été, oui. Voilà, j'espère que ça va continuer et moi je suis très fier d'être ivoirien. C'est l'une des rares fois où on a eu des élections tranquilles, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu d'effets collatéraux, il n'y a pas eu de crise post-électorale. Maintenant, il faut regarder l'avenir et scrutiner l'avenir. Alors justement, l'avenir pour Convergence, c'est 2020. Déjà, dans l'immédiat, quelles sont les étapes à franchir prochainement et qu'est-ce que vous prévoyez dans les prochains mois comme activité? Conformément à la vision, j'avais dit quand j'étais passé ici que c'est une plateforme de dialogue entre les Ivoiriens, mais que nous avons décidé d'accompagner le président pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. D'accord. Alors le président, dans ses discours après sa réélection, a bien dit qu'il voulait poser des pas de géant allant vers la réconciliation. Donc nous allons continuer encore à parler aux Ivoiriens. Nous allons faire des rencontres encore avec ceux qui ne sont toujours pas en phase avec les idéaux de la République. Les Ivoiriens en Côte d'Ivoire et aussi dans la diaspora. Surtout dans la diaspora. Vous savez, les Ivoiriens qui sont à Abidjan, en général, n'ont pas le même comportement que ceux qui sont en diaspora. Notamment les militants, les cyberactivistes militants, qui sont sur la toile et qui bavardent. C'est à ceux-là que nous parlons pour leur dire, bon, le pays a changé. Moi, je vous dis, je viens d'Abidjan. Celui qui ne fait pas attention, qui est ivoirien, et qui va à Abidjan dans les 3-4 prochains mois, il ne va plus reconnaître Abidjan. Le pays a complètement changé. Et il change chaque 3-4 mois. Donc, on ne peut pas continuer à faire de la rhétorique à longueur de journée. Il faut qu'on se mette au travail. Et je vous indique que 2020, il y a de fortes chances que ce soit notre génération qui soit face aux responsabilités de ce pays. Et donc il faut se préparer. Il faut se préparer. Et on a tourné la page de la crise post-électorale. Il y a une nouvelle page qui doit s'ouvrir. Il y a un nouveau quinquennat qui vient. Et comme je l'ai dit, que si la Côte d'Ivoire doit être émergente, il faut qu'elle fasse l'objet d'un vaste consensus national. Moi, je souhaiterais que tous les Ivoiriens, toutes les langues confondues, se retrouvent dans l'émergence de M. Ouattara, sinon ça ne vaut pas la peine de faire l'émergence. Alors, vous l'avez évoqué dans votre intervention tout à l'heure, eh bien, la crise, je veux dire, la crise post-électorale en 2015 a laissé des séquelles. Il y a eu un clivage apparent au sein de la population ivoirienne et nous avons constaté aussi que la réconciliation entre les Ivoiriens qui a été un pan du programme du président Alassane Ouattara n'a pas donné les résultats escomptés. Est-ce que vous, au niveau de Convergence 2020, qui avez pour idéal de réunir les Ivoiriens dans un cadre consensuel de dialogue, est-ce que la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire fera partie ou fait partie de votre programme d'activité? Moi, j'ai la chance de côtoyer tous les bords. Mais madame, monsieur, moi je peux vous dire que les Ivoiriens n'ont plus de problèmes. Nos problèmes en Côte d'Ivoire, ce sont les hommes politiques. La classe politique en Côte d'Ivoire, regardez la dernière présidentielle. Moi, au niveau de la convergence, j'aurais souhaité, par exemple, qu'on fasse comme dans les pays européens. Par exemple, pour être candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut au moins 500 signatures d'un certain nombre de départements. La classe politique en Côte d'Ivoire, pour moi, est un problème. L'opposition est un problème. Quand vous voyez la présidentielle qui vient de se finir en Côte d'Ivoire, vous constaterez que le président Ouattara n'avait pas d'opposant. Il n'y avait aucune alternative. Monsieur Ouattara avait deux avantages. Il avait un bilan et il avait un programme chiffré. En face de lui, il n'y avait rien. Donc moi, je pense que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la classe politique, ce n'est pas les Ivoiriens. Moi, j'ai été affecté ici en 2011 à Londres. Je reconnais que c'était dur. Mes amis qui ne sont pas avec moi politiquement étaient très méfiants. Mais aujourd'hui, tout est revenu dans l'ordre. À Londres, ici. Donc le problème en Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens n'ont pas de problème de réconciliation. C'est la classe politique. Alors, M. Ali Touré, avec votre permission, nous allons faire une petite pause car nous avons un téléspectateur certainement qui a envie de contribuer à la discussion que nous avons avec vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour Adjé. Bonjour. D'où est-ce que vous appelez et qui vous... Oui, bonjour. Bonjour. Alors, d'où est-ce que vous appelez et qui vous êtes pour M. Ali Touré? Oui, c'est Adamou Yakoubou depuis Kandi. Kandi, ça c'est au Bénin. Comment allez-vous? Au Bénin, voilà. Comment allez-vous, Yakoubou? Bonjour. Oui, ça va très bien. Bonjour, monsieur Touré. Bonjour, monsieur.
Alors, quelle est votre question, M. Touré? Oui, je pense que M. Touré doit être le plus heureux aujourd'hui après la réélection de Alassane Ouattara, parce que lors de la première session de Barao Africa, il semble qu'il a été invité aussi et puis il avait déballé son plan de campagne pour la réélection du candidat Alassane Ouattara. Alors, quelle est votre question? Oui, la question c'est quelle stratégie vous mettez pour, en tout cas pour la promotion des Ivoiriens de la diaspora dans le gouvernement de M. Ouattara? Est-ce que vous lui proposez des compétences pour participer au gouvernement, ou bien vous restez dans la diaspora là-bas pour donner des directives? Alors, des velléités une question. Il faut indiquer aux frères. D'abord, frère, je voudrais vous remercier pour la question. Le président Ouattara accorde beaucoup d'importance à la diaspora. Voilà pourquoi on a créé un ministère de l'intégration et des Ivoiriens de l'étranger. En plus de cette structure, il y a une direction nationale des Ivoiriens de l'étranger qui est dirigée par un des nôtres qui était ici, M. Chaka Konaté, et qui fonctionne bien. Donc il suffit pour les Ivoiriens de la diaspora d'entrer en contact avec ces deux organes pour avoir toutes les informations. Je pense que la question de M. Yacoub, son pesant d'or, dans la mesure où vous l'avez signifié vous-même, que je vais dire un pan important de la société ivoirienne qui vous intéresse, c'est la diaspora. Alors, il pose la question de savoir... Est-ce que vous allez continuer à vous en occuper? Tout à fait. Alors, vous allez venir pour... Non, moi je ne gère pas la diaspora. Mon travail, c'est de faire passer un certain nombre de messages. Un certain nombre de messages, conformément à ma vision moi-même et conformément aux directives du président de la République. À savoir qu'il souhaiterait que les Ivoiriens, dans leur diversité, puissent vivre en paix. Mon travail, c'est ça. J'ai la chance d'être en contact ici avec toutes les tendances, donc je leur parle. Je leur parlerai jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce qui nous là, c'est la Côte d'Ivoire. Après aujourd'hui, vous avez vu avant la campagne préélectorale avec les candidats qui attaquaient le président de la République là. Vous voyez que ça s'est bien passé vers la fin. Donc c'est ça moi qui m'intéresse. Alors dans vos rencontres respectives avec les différentes diasporas ivoiriennes, si vous avez des doléances par exemple qui vous sont soumises allant dans le sens de la question de M. Yacoub, qu'est-ce que vous en faites, ces doléances-là? Non, moi, je ne gère pas les doléances de la diaspora. C'est-à-dire que les doléances de la diaspora sont gérées par la Direction générale des Ivoiriens de l'étranger. D'accord. Moi, je parle avec eux pour décrisper l'atmosphère. D'accord. Pour leur expliquer qu'on ne peut pas continuer. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai dit au Pro Gbagbo, et je vais le dire publiquement. En 10 ans de Laurent Gbagbo, il y en a parmi vous qui estiment qu'ils n'ont pas été servis, qui ont été laissés sous le carreau. Ouattara vient de faire 5 ans, ça fait 15 ans. Le président va faire encore 5 ans, ça fait 20 ans. Alors, si vous passez à vous agiter sur les réseaux sociaux, que vous passez à faire de la gesticulation, de l'invective, de la belligérance, au bout de 20 ans, il va falloir faire un bilan. Qu'est-ce que vous allez faire au bout de 20 ans? C'est ce que je leur explique. Je ne leur demande pas. Et quand j'ai créé la convergence, ils ont pensé que c'était un attrape-nigo pour les amener vers le président Ouattara. Non, non, non. Je leur demande de rester dans leur camp, d'avoir leurs convictions. Mais c'est pas parce qu'eux, ils sont plus au pouvoir que la Côte d'Ivoire n'existe plus et qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils peuvent pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je connais un ministre du FPI qui m'a dit carrément que lui, il ne passera pas sur le pont. Henri Konan Bédié, c'est Ouattara qui l'a construit. Mais c'est lui qui fait. Je l'ai dit. Voilà des gens comme ça. C'est ce genre, nous, on parle. Alors, tu perds ton temps. Alors, monsieur Ali Touré, je pense que nous avons encore un appel d'un Ivoirien, peut-être un Africain, qui a aussi envie d'en savoir beaucoup plus sur ce que vous dites. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? D'où nous appelez-vous? Moi, je m'appelle Diomandé Sekouba, je vous appelle de Paris. Bien, monsieur Diomandé, que nous voulons l'honneur de votre coup de fil à Barao ce matin. Je voudrais d'abord saluer votre invité, monsieur Ali Touré, qui est le porte-parole de la Convergence 2020. Cette plateforme de cohésion sociale nous avait promis à Paris, lors de sa présentation officielle, de ne pas se mêler de politique en Côte d'Ivoire, mais surtout axer son action sur la paix en amenant les Ivoiriens à se parler et en privilégiant surtout l'intérêt supérieur de la nation. Bon, écoutez, on peut retenir que Convergence 2020 a tenu parole en ne se comportant pas comme une caisse de résonance du régime. C'est une bonne chose avec les élections que nous venons d'avoir. Le président de Convergence 2020, le porte-parole, je vais dire, celui qui se tient sur votre plateau, avait promis à chacun d'aller faire campagne pour sa chapelle et de revenir plus tard pour qu'on fasse le bien et que l'intérêt de la Côte d'Ivoire puisse être mis en avant. Merci pour tout cela. Maintenant, aujourd'hui,
ce que nous voulons demander au porte-parole de Convergence 2020, c'est que le parti qui a soutenu la candidature du président Ouattara, c'est-à-dire le parti RDR, demande à ce que les prisons de Côte d'Ivoire soient vidées, afin que les Ivoiriens puissent continuer à se parler, afin que les consciences puissent être libérées. Alors, est-ce que Convergence 2020 a l'intention d'accompagner cette noble intention qui veut que les Ivoiriens puissent se mettre tous autour de la table et que désormais on puisse se parler et qu'il n'y ait plus des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, ce qui bien évidemment alourdit l'atmosphère politique. Tout à fait. Alors, je propose, parce qu'on a très peu de temps, merci pour votre question. Monsieur Touré vous répondra juste après la publicité. Donc, on a bien noté votre question et on va y répondre dans quelques minutes. D'accord? Restez devant votre écran. Merci madame, merci monsieur, salut. Restez connectés, n'allez nulle part parce que l'Afrique c'est ici là. Même pas. Tout à l'heure. À tout de suite.